Bonjour à tous. Je laisse les derniers arrivés s'installer avant qu'on démarre. Mais oui, effectivement, aujourd'hui, on va parler de la newsletter. Je ne sais pas si parmi vous, il y a des personnes qui étaient là sur les éditions précédentes. Liana et moi-même, ça fait 5 ans qu'on est là. Et quasiment tous les ans, je fais une présentation sur la newsletter, savoir quelles sont les tendances de l'année actuelle, faire un petit état des lieux de l'année passée et voir ce que ça veut dire en fait pour l'évolution de la newsletter. Et cette année, il y a des choses qui se sont passées sur la newsletter. On va regarder ça ensemble. Et ça va changer, je pense, pas mal de choses sur les prochaines années, ce qu'on va pouvoir faire et développer au sein d'une stratégie email marketing newsletter. Alors, je vous présente rapidement qui on est, ce qu'on fait avant qu'on démarre. On est sur le stand E16F19, on est Liana Technologies, on est une société à la base finlandaise. Je travaille pour le marché français et le marché européen. On a une équipe ici à Paris, mais moi je suis basé à Helsinki, donc j'ai fait le déplacement. C'est moi qui vous ai amené le froid, je suis désolé. Mais voilà, aujourd'hui, on propose des solutions digitales sur le marketing et la communication. Donc en gros, nous, ça marche pour la newsletter aussi. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que le marketeur aujourd'hui, celui qui fonctionne le mieux, celui qui a réussi le mieux, c'est le marketeur agile. La méthode agile, c'est certainement quelque chose que vous connaissez. Mais pour nous, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que les solutions que vous utilisez, il faut qu'elles soient mobiles, il faut qu'elles soient disponibles. Il faut que ce soit simple à utiliser, et ça, on va en parler pour la newsletter. Si vous passez 4 jours pour envoyer une newsletter, pour la faire, etc., quelque part, il y a un problème. Et je pense que c'est à étudier pour voir ce qui peut être optimisé ou amélioré. Technologie innovante, ça c'est un des piliers en fait de cette présentation, c'est de savoir qu'il y a des mises à jour qui sont faites sur beaucoup de systèmes que vous allez utiliser ou qui vont être utilisés pour lire vos newsletters. Donc c'est très important de se tenir au courant de ces évolutions-là. Et un marketeur agile, c'est aussi sur ces intégrations fluides, c'est-à-dire la data, il faut qu'elle puisse être transférée d'un système à un autre. On travaille avec des marketeurs, c'est pour ça qu'on est là. On ne travaille pas avec des directions informatiques ou des divisions commerciales. L'intérêt de Liana, c'est qu'on propose pas mal de solutions. Vous avez un identifiant unique pour vous connecter. Ensuite, vous pouvez passer de votre site web à votre newsletter, etc. Tout est sur le cloud. C'est conforme au RGPD. On va faire une petite parenthèse RGPD à un moment, savoir où vous en êtes. Les intégrations sont fluides et cross-canal. Et évidemment, vous avez une assistance parce qu'aujourd'hui, même sur des sujets aussi simples que la newsletter, on voit que c'est très important d'accompagner nos clients pour pouvoir les conseiller. Parce que je pense qu'ici, qui dans la salle a une newsletter et en utilise? Si vous pouvez lever la main pour voir un petit peu. Voilà, donc on voit que c'est quelque chose qui est vraiment démocratisé aujourd'hui. Et je pense que sur toutes les personnes qui ont levé la main, tout le monde a dans la partie analytics combien de fois ça a été ouvert, combien de fois on a cliqué sur les liens, etc. Par contre, la question d'après, c'est qui s'en sert? À mon avis, il y a beaucoup moins de mains qui se lèvent. Donc ça fait aussi partie de notre métier de conseiller et de proposer des étapes d'évolution à nos clients. Donc ça, c'est toutes les solutions qu'on propose. Je ne vais pas vous les faire une par une. Mais en gros, Liana Mailer, c'est la solution d'emailing que nous, on propose à nos clients. Si vous voulez en savoir plus, venez nous voir sur le stand. Je ne vous refais pas le pédigré, mais en gros, voilà, on est un groupe international aujourd'hui, finlandais à la base, avec des bureaux principalement en Europe. Donc c'est quand même sympa d'avoir des sociétés aussi européennes qui se démarquent par rapport à toutes les sociétés américaines. On pense aux GAFA, etc. Le RGPD était là pour contrer toutes ces sociétés américaines qui faisaient un petit peu ce qu'elles voulaient en fait avec les data européennes. Donc voilà, supporter l'Europe. Si jamais vous voulez taguer, etc. sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à utiliser les noms de compte et les hashtags que nous on utilise sur ces réseaux sociaux-là. Alors, notre plan de route pour cette présentation, j'ai découpé ça en 3 étapes. La première étape, comme je vous ai dit, j'ai fait un petit récap des chiffres de 2018, savoir où on en est en fait aujourd'hui dans la newsletter. Et l'idée, c'est en fonction de ces chiffres-là, de réfléchir qu'est-ce qu'on va faire cette année, comment on va faire pour s'adapter et comment on va faire pour utiliser cette information pour optimiser en fait les scénarios, les emails, la stratégie emailing qu'on va avoir cette année. Et comme je vous ai dit, la différence qu'il y a cette année par rapport aux années précédentes, c'est qu'il y a eu des mises à jour qui ont été faites, notamment sur des logiciels de réception d'emails, qui changent pas mal la donne ou qui amorcent
un changement qui, je l'espère, va se démocratiser et qui va permettre vraiment d'aller beaucoup plus loin sur le milieu de l'email marketing. Et on verra ça sur cette partie 3. Alors, quelques chiffres. On nous dit, oui, l'email marketing, bon, c'est un canal, ça commence à être un petit peu vieillot, etc. Mais bon, les chiffres, qu'est-ce qu'ils nous disent? Depuis 2017, alors les chiffres que vous voyez ici à l'écran, c'est le nombre d'emails envoyés en milliards par jour depuis 2017. Donc, on voit une progression 2017-2018. Il y a des prédictions qui ont été faites pour 2019 jusqu'à 2023. On est sur un milieu qui est en croissance. Donc, toutes les personnes qui vous disent que l'email, oui, bof, non. L'email, ça reste un des canaux de communication les plus importants dans le monde entier. Et ce n'est pas un canal qui va être dans une mouvance qui va décliner. C'est vraiment sur la hausse. Autre point important, vous avez vu le nombre d'emails qui est envoyé. Mais en plus de ça, est-ce que ça vous rapporte de l'argent? Donc, même chose, on vous dit, oui, mais aujourd'hui, tout le monde a une newsletter, tout le monde reçoit trop de mails, etc. etc. J'entends. Sauf que quand vous faites ça bien, sur toute la partie marketing digital, l'email marketing reste le canal avec le taux de ROI le plus fort. C'est-à-dire pour 1 euro investi, si vous faites ça bien, vous récupérez 40 euros. Autre chose importante sur les chiffres de... Donc ça, c'est des chiffres très récents. La plupart des chiffres que je vous montre aujourd'hui, c'est des études sur 2018 qui ont été publiées début 2019. Et ça, c'est des chiffres qui arrivent de mars 2019. Donc c'est en gros, quels sont les outils de lecture d'email, donc vos logiciels de réception d'email qui sont le plus utilisés aujourd'hui. Donc ça, en fait, c'est les chiffres qui ont sorti sur tous les emails qui sont envoyés à travers le monde. Ils sont ouverts sur quelle plateforme? Numéro 1, Apple iPhone. Donc là, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? 28% sont lus sur téléphone. Donc, juste sur Apple. Si votre newsletter n'est pas responsive, il y a un énorme manque à gagner. On va y venir, mais c'est déjà de se dire juste un device, un logiciel de lecture d'email, ça représente plus du quart de tous les emails qui sont lus dans le monde. Deuxième, Gmail. C'est-à-dire qu'entre Apple iPhone et Gmail, il y a plus de 50% de tous les emails dans le monde qui sont lus sur ces deux plateformes-là. Donc c'est de se dire que quand vous faites une newsletter, quand vous envoyez un mail, si les mails que vous envoyez, la newsletter que vous envoyez, elle n'est pas adaptée pour ce top 10, vous avez un énorme manque à gagner parce qu'en fait, quand la personne va le recevoir, peut-être que ça va mal s'afficher, peut-être que ça ne va pas s'afficher, etc., etc. Donc c'est très important. Ça, si vous voulez, c'est des chiffres généraux. En plus de ça, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire une petite étude sur votre base de données, à savoir votre base de données, qu'est-ce qu'ils utilisent. Est-ce qu'ils sont sur Outlook? Est-ce qu'ils sont sur Yahoo Mail? Est-ce qu'ils sont sur Gmail? Etc. Par exemple, moi j'ai un client, la base de données sur laquelle ils envoient des newsletters, c'est que du Outlook 2016. Donc on s'en fiche que ce soit optimisé pour Gmail, pour iPhone, etc. C'est du Outlook 2016. Et Outlook 2016, il y a des restrictions qui ne sont pas les mêmes que d'autres plateformes de lecture d'email. Donc c'est très important. Ça, c'est les chiffres généraux. Évidemment, si vous ne savez pas exactement dans votre base de données ce qui est utilisé, faites en sorte que les newsletters que vous envoyez soient optimisés pour ces systèmes-là. Maintenant, ça, c'est plutôt un panel représentatif de ce que les marketeurs, si je tombe, c'est pas bien, les marketeurs font. Donc ça, en fait, c'est les tests qui sont faits sur les emails avant de les envoyer. C'est-à-dire, on teste les emails à savoir est-ce qu'ils vont être compatibles et avec quoi. C'est le slide d'après. Ce slide-là, c'est la répartition en fait entre les devices qui sont utilisés. Donc ce qu'on voit, c'est que entre webmail, entre ordinateur de bureau et téléphone, ce qui est le plus utilisé aujourd'hui, c'est le téléphone, c'est le mobile. Pour comparaison, avec les chiffres de 2015, l'ordinateur de bureau était celui qui était le plus utilisé à plus de 50%. Donc il y a une tendance qui a changé énormément entre 2015 et 2018. Là aujourd'hui, les ordinateurs de bureau, on est sur 18%. Donc ça veut dire que si aujourd'hui votre email, votre newsletter, elle n'est pas responsive, il y a 43% en moyenne, donc évidemment ça dépend, 43% de votre base de données qui ne vont pas pouvoir lire correctement l'email que vous lui envoyez. Je sais qu'aujourd'hui un marketeur il passe beaucoup de temps sur l'email qu'il crée, en termes de design, en termes de contenu, etc. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'il y a une chance que quasiment la moitié de votre base de données, tout le travail que vous avez fait, ils ne vont même pas le regarder. Voilà le slide dont je parlais. Ça, c'est le slide où effectivement
le marketeur, est-ce qu'il fait un test avant d'envoyer la newsletter pour vérifier si oui ou non c'est compatible avec certains clients email qui sont disponibles sur le marché. Donc les chiffres qu'on voit, c'est quoi? On a à peu près 20% des marketeurs en 2018 qui testent tous les emails qu'ils envoient sur tous les clients disponibles. Donc ça veut dire les 10 que je vous ai montré, le top 10 et tous les autres. 24% uniquement sur ce que leurs abonnés utilisent. Donc là, ça veut dire qu'il faut avoir cette information aussi. Donc c'est-à-dire, je ne sais pas, sur votre base de données de 10 000 contacts, savoir, bon ben voilà, j'en ai 50% qui utilisent Gmail, j'en ai 30% qui utilisent Outlook 2018, etc. Et après, il y a plus de 50%, 56%, 57% qui font des tests sur le top 10 que je vous ai montré en fait. Donc c'est de savoir aujourd'hui, est-ce que vous faites partie de la ligne verte, de la ligne orange, de la ligne rouge? Ou alors est-ce que vous n'êtes même pas dans ce graphique-là? Parce que c'est important aujourd'hui de faire ces tests-là. Quelques chiffres, ça je pense que ça va vous parler. 3 secondes, c'est pas beaucoup 3 secondes. C'est le temps moyen qu'il faut à un utilisateur pour supprimer une newsletter si elle n'est pas responsive. C'est quand même dur. Hein. Vous, ça ne vous prend pas 3 secondes pour faire une newsletter, je pense. 70%, parce que vous me dites c'est 3 secondes, bon d'accord. Évidemment, il y a des gens, si c'est pas responsive, ils vont pas la lire, ils vont la supprimer. Mais est-ce que ça représente beaucoup de ma base de données? Ouais, le problème c'est que oui. 70% des utilisateurs, si la newsletter n'est pas responsive, il y a effectivement une chance qu'en 3 secondes, ils suppriment votre newsletter. Donc c'est juste la supprimer, ça ne veut pas dire qu'ils disparaissent de votre base de données. Par contre, 15%, ça c'est le pourcentage des personnes qui, suite à la réception d'une newsletter qui n'est pas responsive, peuvent carrément se désabonner. Donc là, ce n'est pas juste ils suppriment, c'est qu'ils se désabonnent. C'est-à-dire qu'en fait, ils considèrent qu'aujourd'hui, on est en 2019, si on vous envoie une newsletter qui ne s'affiche pas correctement sur le device que j'utilise, pourquoi est-ce que je la reçois? Potentiellement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que 85% de vos abonnés, si votre newsletter n'est pas responsive, soit ils vont supprimer, soit ils vont se désabonner. Donc c'est énorme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ça fait des années qu'on en parle de la responsivité, etc. Mais c'est très important et ça va venir compléter un autre point que je vais aborder aujourd'hui sur l'exigence en fait, des contacts dans votre base de données. Alors, parmi les points que j'ai annoncés, c'est sur les fameuses mises à jour de certains systèmes de réception d'emails. Je ne travaille pas chez Google, ni chez Yahoo, ni chez Outlook, mais je peux quand même vous donner les grandes lignes. Alors, il y en a beaucoup plus que ce qui est à l'écran, hein, mais je pense que c'est parmi les plus importantes. Notamment le premier point. C'est là où c'est un peu la révolution. Gmail a annoncé l'an dernier qu'ils allaient mettre en place l'AMP en support natif sur Gmail. Donc l'AMP, c'est un mot fancy pour dire Accelerated Mobile Pages Project. Mais ce que ça veut dire, en fait, c'est qu'on va pouvoir permettre au sein d'un email de faire plus d'actions. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on reçoit un email, qu'est-ce qu'on fait? On peut cliquer sur les liens, il y a peut-être des pièces jointes, des images, mais ça s'arrête là. Mais cette mise à jour sur Gmail, ça va permettre, par exemple, de remplir un formulaire directement sur l'email. Ça, c'est du jamais vu. Tout le monde nous le demande. J'envoie des questionnaires de satisfaction. Je veux faire en sorte que quand la personne le reçoit, elle remplit oui, non, etc. Mais ce n'est pas possible aujourd'hui. Je veux envoyer des newsletters promotionnels sur lesquels mon abonné, je veux qu'il puisse cliquer et acheter directement. Ce n'était pas possible jusqu'à maintenant. Et là, en fait, Gmail vient d'annoncer que ça va être possible sur Gmail. Donc, ça change, mais complètement, en fait, l'idée qu'on avait de l'email marketing jusqu'à maintenant, parce qu'on était ultra limité à ce qu'on pouvait faire dans un email et ce qu'on ne pouvait pas faire. Et Gmail arrive en 2018 et dit, bon, vous savez quoi, nous, on va lancer ça. Et ça dénote quand même une philosophie qui va changer, notamment pour tous les logiciels de réception d'email qui vont commencer à essayer de se démarquer, parce qu'évidemment, eux, c'est une valeur commerciale pour mettre en avant leur plateforme. Mais effectivement, Gmail, Google s'y met en premier, évidemment, et permet, annoncer que ça allait être disponible. Donc c'est ce genre de mise à jour qui, je pense, est très importante. Il faut être au courant. Yahoo, autre chose, ils ont changé la façon dont les images sont gérées sur Yahoo quand on reçoit un email. Ce qui fait que si jamais vous avez, 80% de votre base de données qui est sur Yahoo, quand vous envoyez un email, après la mise à jour, c'est possible que le taux de clic que vous avez normalement
sur votre logiciel d'emailing est diminué. Pourquoi? C'est parce que voilà, ils ont fait une mise à jour, ce qui fait que le tracking des images est plus compliqué à faire. Donc peut-être que le logiciel que vous avez n'a pas été mis à jour également, qui permet d'affiner ce trackage, ce tracking. Voilà, Yahoo a fait ça. Outlook a mis en place un icône de Verified Business. C'est-à-dire, en fait, est-ce que cette newsletter que je reçois, elle vient de la part de quelqu'un qui s'est authentifié? Ça, ce que ça veut dire, c'est que la mise en place des paramètres DNS, de délivrabilité, d'authentification, etc., c'est super important. Parce que beaucoup de clients qui veulent envoyer des newsletters. Et quand on leur parle, oui, très bien, on va le faire, mais dans un premier temps, il faudrait peut-être authentifier la solution que vous utilisez, donc en l'occurrence pour nous, ça serait Liana Mailer, à autoriser Liana Mailer à envoyer un email avec votre nom de domaine. Parce qu'en fait, si ce n'est pas le cas, quand vous envoyez un email, vous dites voilà, je suis @fnac.com. Très bien. Sauf que si l'email, en fait, il n'est pas authentifié, validé en tant que fnac.com, il y a un conflit. Jusqu'à maintenant, ça n'avait pas posé énormément de problèmes, à part de délivrabilité. C'est-à-dire, si vous faites ça et que vous envoyez énormément d'emails, au bout d'un moment, vous allez être en spam. Mais là, carrément, Outlook, en fait, il va visuellement changer l'apparence de quelqu'un qui est authentifié, quelqu'un qui ne l'est pas. Quelqu'un qui l'est, il aura le petit V vert, Verified Business, dans la pléthore d'emails qu'on reçoit tous les jours. La différence entre une société qui aura fait cette démarche ou pas, ça sera d'avoir le petit logo certifié. C'est quand même énorme. Ça veut dire que je vais vraiment me mettre là. Ça veut dire que l'abonné, il saura, même avant d'ouvrir l'email, si l'email il provient de quelqu'un qui a fait cette démarche d'authentification. Dernier point, qui est quasiment présent sur tous les logiciels de réception d'email, et je pense que vous l'avez certainement vu si vous avez Gmail, etc. Maintenant, il y a un bouton dans l'interface de votre logiciel qui permet de se désabonner à une newsletter. C'est-à-dire que maintenant, vous n'avez plus besoin d'aller dans la newsletter, d'aller chercher le lien pour se désabonner. C'est-à-dire que maintenant, il y a un bouton à côté de répondre ou transférer, etc., qui vous propose se désabonner de la newsletter. Et ça, c'est présent quasiment sur tous les logiciels de réception de newsletter. Ce que ça veut dire, c'est que c'est encore plus simple pour un utilisateur de se désabonner. Il faut faire très attention à tout ça. Le RGPD, le fameux, il est arrivé un beau mois de mai 2018, il a fait peur à tout le monde, mais qu'est-ce que ça a fait pour de vrai? Donc ça, c'est un rapport, plusieurs mois, quasi un an après, 40% des entreprises ne sont toujours pas conformes au RGPD. Je ne vais pas demander qui est conforme, qui ne l'est pas. Je ne veux pas accuser qui que ce soit. Mais voilà, les chiffres nous donnent aujourd'hui 40% pas conformes. Donc sur les 60% qui restent, donc qui sont conformes, qu'est-ce qu'on voit? Le petit graphe, enfin le petit cercle que vous avez ici, c'est en gros l'effet que ça a eu sur la base de données de ces entreprises qui sont devenues conformes. Parce que ce qui faisait très peur en fait quand le RGPD est arrivé, c'est tout le monde m'a dit ma base de données, je tire une croix dessus en fait. Mais ça a été le cas pour les bases de données qui étaient récupérées de façon pas très claire. Si c'est une base de données qui a été récupérée de façon organique via des canaux traditionnels, etc., et que c'était volontaire, consenti, les bases de données ont très peu changé. Donc ce qu'on voit, c'est que sur 60% des entreprises qui sont conformes, la taille de la base de données a diminué de moins de 10%. Donc ça a eu un impact, oui, mais un petit impact. Et on voit évidemment, bon, les mauvais de la classe, en rouge, 24% des entreprises qui sont conformes ont vu la taille de leur base de données diminuer de plus de 25%. Donc ça fait une grosse différence. Mais dans la majeure partie des cas, ce n'était pas énorme. Donc c'est de vous dire, en fait, je pense que c'est un petit travail d'honnêteté, c'est-à-dire la base de est-ce que je l'ai acheté quelque part, est-ce que c'est un partenaire qui me l'a donné, ou est-ce que c'est créé purement organiquement après des salons, après des landing pages, après des campagnes pour télécharger un livre blanc, etc., ou des contacts qui viennent directement de mon site. Si c'est le cas, normalement, vous n'avez pas énormément de contacts qui vont disparaître quand vous faites le processus de conformité au RGPD. Et ce qu'on voit aussi, bon ça me paraît vraiment évident, c'est que le RGPD n'a absolument pas changé le ROI de l'email marketing. Mais en même temps, ça me paraît évident, dans le sens où si vous travaillez sur une base qui est beaucoup plus qualifiée, qui est volontaire, qui a consenti à recevoir ce que vous leur envoyez, évidemment qu'ils sont plus enclins à acheter, à participer aux événements que vous faites, etc. Donc le ROI n'a pas changé, et j'ai envie de dire, il a, à mon avis, un petit peu augmenté sur certains secteurs. Alors, cela dit,
enfin, après avoir raconté tout ça, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Première chose que je vois sur les stratégies d'email marketing, de newsletter, ce qu'on va regarder, c'est la base de données. C'est un peu, sans ça, on ne va pas aller très loin. Du coup, petite checklist sur votre base de données, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que votre base de données, elle est à jour? Quelques idées. Est-ce que vous avez des adresses vétustes dedans? Est-ce que vous avez des adresses invalides? Est-ce que les désabonnements sont gérés automatiquement? Si ce n'est pas le cas, essayez de trouver une solution qui le fait, parce que ça prend quand même pas mal de temps. Est-ce que vous avez une intégration avec un CRM, avec un ERP, avec un site web, etc. Est-ce que cette intégration fonctionne toujours? C'est important, parce que le flux, il peut arriver une fois, il peut s'arrêter, il faut faire en sorte de le maintenir. Est-ce que vous êtes conforme RGPD? Ça, c'est important. Provenance de la base, ça, c'est un des points importants pour le RGPD. Comment est-ce que vous avez récupéré ces contacts? Est-ce que c'est, après un salon, des gens qui sont venus vous voir, qui vous ont donné des cartes de visite ou qui ont rempli des formulaires? Est-ce que c'est sur votre site des demandes de contact? Est-ce que c'est des gens qui ont acheté des produits sur votre boutique en ligne, etc. Ou est-ce que vous avez acheté un fichier, je ne sais pas où, et du coup, vous ne savez pas vraiment donner la provenance de ces contacts-là? Est-ce que c'est du double opt-in? C'est-à-dire qu'en fait, le double opt-in, ce n'est pas quelque chose qui est obligatoire dans le RGPD. Par contre, ça permet de checker pas mal des demandes du RGPD. Parce qu'en fait, le double opt-in, à quoi ça sert? C'est-à-dire que quelqu'un s'inscrit, il reçoit un email sur lequel on lui demande de confirmer son inscription. Ça évite l'usurpation d'identité. C'est-à-dire que moi, je peux prendre n'importe quelle adresse email, aller m'inscrire sur un site. Le problème, c'est que si c'est la seule étape qui garantit le fait que je me sois inscrit, je peux inscrire n'importe qui. Par contre, si on reçoit un email où il faut en cliquant pour confirmer, là, moi, si je n'ai pas accès à l'adresse email, je ne peux pas le faire. Donc c'est pour ça que le double opt-in est vachement pratique là-dessus. Et est-ce que vous avez le consentement volontaire des contacts pour recevoir ce que vous leur envoyez? Donc le RGPD dit que les contacts doivent savoir ce qu'ils vont recevoir, à quelle fréquence, et qu'ils aient dit oui, je veux le recevoir. Alors, cette base de données, est-ce qu'aujourd'hui, elle est qualifiée? Alors, la qualification d'une base de données, qu'est-ce que ça veut dire? C'est en gros, quelles sont les informations que vous avez sur chacun des contacts. Est-ce que vous avez l'adresse email et ça s'arrête là? Parce qu'on ne va pas aller très loin. Ou est-ce que vous avez un peu plus que ça? Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire si vous n'avez pas d'autres informations qu'uniquement l'email, il faut penser à des stratégies pour requalifier sa base de données et essayer de récupérer ces informations. Parce qu'aujourd'hui, je vais y venir, mais j'espère que c'est clair pour tout le monde. Avoir une base de données, c'est très bien, mais envoyer le même message à tout le monde sans se préoccuper de qui aime quoi, qui a fait quoi, etc., ça ne fonctionne plus aujourd'hui. Donc c'est important d'avoir des informations pour pouvoir travailler cette base de données. Quelques astuces pour requalifier votre base de données. Donc c'est important de faire en sorte que sur tous les canaux que vous utilisiez, il y ait une façon de rejoindre vos listes marketing. Quelques exemples, un formulaire d'inscription à la newsletter. Bon là ça paraît bête et méchant. Téléchargement de guides. Donc je ne sais pas si vous avez des livres blancs ou des white papers ou des guides à télécharger en PDF sur votre site ou sur des pages d'atterrissage. Mais effectivement, on peut en profiter pour mettre une petite ligne avec une case à cocher qui dit « Oui, je veux bien recevoir de la communication marketing de la part de nanana ». Connexion à un Wi-Fi, inscription à un webinaire, connexion à une application mobile, achat sur une boutique en ligne. On continue sur cette petite checklist des bases de données. Est-ce que votre base de données est harmonisée? J'adore ce mot. C'est parce que quand on a beaucoup de données, c'est très bien. Maintenant, si elles ne sont pas harmonisées, c'est-à-dire, admettons, dans la base de données que vous avez, il y a une des propriétés, ça va être la fonction de la personne dans la société où elle est. Le problème, c'est que si vous exportez ça, par exemple, vous importez ça d'un CRM, et que donc c'est les commerciaux qui rendent ça dans un champ libre fonction, vous allez peut-être avoir certains commerciaux qui vont dire, bon voilà, ça c'est un directeur marketing, ça c'est une directrice marketing, ça c'est marketing director. Vous êtes super content quand vous faites votre segmentation, c'est 3 dénominations différentes en fait. Donc c'est pour ça que c'est important ce concept d'harmonisation. Moi ce que je recommande à mes clients, c'est sur ces points importants de segmentation, au lieu d'avoir un champ libre, c'est de faire un menu déroulant. Où en gros c'est le marketing qui dit, bon écoutez, on a défini les différentes fonctions qui sont disponibles. Après, c'est aux commerciaux de choisir, oui, il est dans telle case, etc. Parce qu'après, ça permet de faire cette segmentation en choisissant la valeur qui, du coup, est la même dans tous les contacts.
On connaît les problèmes récurrents, voilà, c'est ce que je vous ai dit. Les commerciaux peuvent le rentrer de façon différente. Même chose aussi, les numéros de téléphone. Ça, pour des projets, parce on parle ici de la newsletter, mais vous pouvez avoir des outils qui vous permettent d'envoyer des SMS aussi. Le format du numéro de téléphone, c'est vachement important. S'il y en a, c'est avec l'indicatif du pays, il y en a, c'est 100, il y en a, c'est avec 06, point, il y en a, c'est avec un espace, etc. Tout ça, c'est des formats différents. Donc si vous voulez harmoniser tout ça, dans une plateforme, il faut faire en sorte qu'il y ait des directives en fait, en amont pour dire le format qu'on veut utiliser, pour que ce soit le même partout et qu'on puisse vraiment s'en servir, il faut que ce soit ce format-là. Comme ça, tout le monde s'y tient et on peut avancer. Bon, maintenant qu'on a fait tout ce travail sur, on a une base de données, on l'a complétée, on l'a requalifiée, on l'a harmonisée, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire de la segmentation. La segmentation, c'est de structurer votre liste de contacts. Au lieu d'avoir tout le monde, votre gros paquet de dizaines, centaines de milliers de contacts en une fois, on va en faire des petits groupes. Donc pour faire ces petits groupes, quand vous avez les différentes catégories qui existent, ça devient assez évident. Vous avez des critères de segmentation, vous allez avoir des clients, des prospects, une segmentation géographique, une segmentation en termes de secteur d'activité, etc. Ça, c'est à vous de choisir. En termes de fonction. Et donc l'idée, ça dépend aussi de logiciel d'emailing que vous utilisez, mais c'est d'avoir que ces listes soient dynamiques, dans le sens où vous avez votre... C'est très dangereux ce pupitre. C'est que vous avez votre liste principale, et en fait d'avoir les listes, les segments qui en découlent. De ce fait, quand vous mettez la liste principale à jour, toutes les autres listes se mettent à jour en même temps. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que si vous faites une belle structure de base de données avec plusieurs listes, plusieurs segments, etc., et qu'à chaque fois qu'il y a une mise à jour, parce que normalement il y en a régulièrement, hein, il faut toutes les mettre à jour une par une, ça va vous prendre beaucoup de temps. Donc faites en sorte d'avoir cette structure qui permet de mettre à jour les différentes listes au même moment. Maintenant, on va parler contenu. Contenu, bon, les tendances design, les optimisations pour la délivrabilité, ça c'est important, et le contenu à proprement parler. Alors déjà, sur le point planification, combien ont un calendrier éditorial pour l'année ou pour une période définie dans l'année pour pouvoir prévoir en amont, voilà, on va pouvoir parler de ci, de ça, de ça. Ce qu'on voit dans les chiffres, c'est qu'il y a quand même 75% des marketeurs qui soit le font toute l'année, soit le font pour une période. Il faut un calendrier éditorial pour la création de contenu. Donc ça permet vraiment de structurer son travail et d'avoir des idées de contenu qui soient faites. Donc voilà, si vous ne le faites pas, donc il y a quand même 27% qui ne le font pas, un des conseils, c'est vraiment de mettre ça en place. Le contenu, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire? Alors, cette année, je le mets parce que je le vois toujours. Et ça m'énerve, absolument. Ne faites pas de newsletter avec uniquement des images. Ça c'est plus possible. Pourquoi? Mauvaise délivrabilité. C'est-à-dire que tous les logiciels de réception d'email, ils voient une newsletter avec que des images, ils font « mais alors, mes poubelles, spam, c'est fini ». Illisible si le destinataire a les images désactivées. Ben oui, c'est possible. Sur les logiciels de réception d'email, aujourd'hui, on peut dire « je ne veux pas que les images s'affichent ». Si c'est le cas, votre newsletter, elle est vide. Ça n'a aucun intérêt. Non trouvable, ça par contre c'est intéressant aussi, non trouvable via la barre de recherche dans votre inbox. C'est-à-dire, vous recevez une newsletter, vous dites « ah, c'était pas mal ». Et je sais pas, la semaine d'après, vous dites « ah, c'était de qui, je me rappelle pas, mais il y avait ce mot qui revenait régulièrement ». Bah, si c'est dans une image, en fait, c'est pas en caractère texte. Du coup, la barre de recherche ne peut pas le trouver. Faire des call to action clairs. Donc ça, c'est des boutons d'action. Faire en sorte, il y avait quelques années, on appelait ça le BOB, le Big Orange Button, pour dire en gros, c'est vrai, pour dire en gros, voilà, il faut ce gros bouton au centre. Comme ça, il n'y a pas d'équivoque, on ne peut pas se tromper, on clique là-dessus. Mais c'est vrai. Faites en sorte, je reviens dessus, faites en sorte qu'il ne soit pas codé en tant qu'image. Donc là, c'est peut-être un petit peu technique pour le côté HTML, etc. d'une newsletter. Mais le bouton, c'est pour ça qu'aujourd'hui, au niveau des boutons, on ne peut pas faire ce qu'on veut dans une newsletter. On ne peut pas faire des boutons ronds, on ne peut pas faire des boutons triangulaires, on peut uniquement faire des boutons rectangulaires. Si jamais vous faites autre chose que des boutons rectangulaires, c'est des images. Donc sachez-le quand même. Et si c'est des images, si quelqu'un a désactivé les images, ou pour une raison X ou Y, je sais pas, il est sur BlackBerry, etc., le bouton ne s'affichera pas. Donc vous perdez énormément.
Ça, c'est un conseil, engager ou assigner une personne en interne ou engager une agence pour faire le contenu de votre newsletter, qui est quelqu'un de dédié. Je sais qu'au niveau des ressources en marketing, on n'a pas forcément tout ce qu'on voudrait. On aimerait tous avoir une équipe de 10 personnes avec quelqu'un qui fait le design, le contenu, le machin, etc. Mais le contenu fait partie des choses très importantes. Donc, faites en sorte d'avoir quelqu'un dont c'est un petit peu la responsabilité. Un bon titre. Pourquoi un bon titre? C'est parce qu'avant d'ouvrir votre newsletter, qu'est-ce qu'on voit? C'est-à-dire que tout ce que vous avez fait au niveau du design, au niveau du contenu, au niveau des boutons, etc., ben si on ne l'ouvre pas, en fait, on ne le voit pas. Donc la première chose qu'il faut vraiment faire attention, à laquelle il faut vraiment faire attention, ça va être les 4 éléments qu'on peut voir avant d'ouvrir la newsletter. Ils sont là. Le nom de l'expéditeur, l'adresse email de l'expéditeur, le titre, enfin, l'objet, le sujet de la newsletter, et un petit aperçu du contenu qui apparaît en texte. Donc, c'est de se dire, ces 4 éléments-là, c'est votre marge de manœuvre sur ce que vous pouvez faire pour influencer quelqu'un avant qu'il ouvre la newsletter. Donc, pour le titre, faites en sorte de faire des tests. Par exemple, un concept d'A/B testing sur les titres. Quand vous envoyez une newsletter, moi j'ai plein de clients qui me disent « Jérémy, c'est lequel le meilleur titre ?» Je ne sais rien. Faites des tests. C'est-à-dire, un A/B testing, ça serait pour un envoi sur votre base de données, de faire un test d'échantillonnage, c'est-à-dire on va prendre peut-être 10% de la base de données. Donc ça, évidemment, il faut que votre solution puisse le faire. Un échantillon de votre base de données, puis on va essayer le titre 1, le titre 2. Puis on va définir une période de test, et à la fin de cette période de test, on va voir lequel des 2 titres aura le mieux marché. Et automatiquement, la solution va faire en sorte de choisir ce titre qui a le mieux marché et de l'envoyer. C'est des beaux mots, génial. Mais qu'est-ce que ça veut dire en concret? Entre 3 et 10% de différence d'ouverture. Je ne sais pas vous, mais moi, même 3%, je les prends quand même. Donc c'est de se dire d'un titre à l'autre, on ne sait pas forcément lequel va le mieux marcher, et ça fait partie de ces 4 tout petits points sur lesquels on peut avoir une influence pour augmenter le taux d'ouverture de votre newsletter. Donc faites en sorte d'essayer ce genre de pratique. Ça, c'est des chiffres qui nous sont donnés par Underforest. C'est le mot-clé vidéo dans un titre augmente le taux d'ouverture d'une newsletter de 19%. Donc, je vais y venir dans la partie contenu. Le buzzword là, de cette année, et même un peu de l'année dernière, c'est vidéo. Vidéo, vidéo, vidéo. Utilisez une solution qui vous permet de personnaliser l'aperçu du contenu de votre newsletter. Donc, ce que je vous disais, l'aperçu du contenu, c'est en gros, normalement, ça va prendre les premières lignes de texte que vous avez sur votre newsletter. C'est ce qui va s'afficher. Le problème, c'est que dans les newsletters HTML, dans la plus grande partie des cas, la première ligne de texte, en fait, c'est si vous souhaitez afficher cette newsletter dans votre navigateur, cliquez ici. Ce n'est pas vraiment ça qui va me donner une raison supplémentaire de cliquer. Donc, si vous avez une solution qui vous permet de personnaliser ce champ-là, ça peut avoir un impact sur le taux d'ouverture. Le design. Alors, aujourd'hui, j'en parle beaucoup sur le salon, c'est avoir une newsletter, il n'y a plus rien d'exceptionnel. Hein. Tout le monde en a une. Pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions sur le marché qui sont absolument abordables et qui permettent à quasi tout le monde de démarrer et de s'y mettre. Le problème, c'est que ces solutions-là, souvent, celles qui sont pas très chères, en fait, vous avez des templates, des gabarits qui sont sur une base de données et tout le monde utilise le même. Donc le problème, c'est que dans cette masse d'emails de toutes les newsletters qui sont envoyées, il y en a une grande partie, ils partent du même template. Et le problème, c'est que au début, ça ne se voyait pas trop, vu qu'on s'y mettait. Mais maintenant, après plusieurs années où tout le monde utilise certaines solutions, le template de base, tout le monde le connaît. Et du coup, si vous voulez faire votre... vous démarquer en fait de ça, il y a besoin de changer. Il ne suffit plus d'avoir une newsletter, il faut se démarquer. Le design est très important. Au sein de la newsletter, la position des images ou des liens a un impact direct avec le taux de clic de votre newsletter. Si tout du haut, les 3 premiers blocs de votre newsletter, il n'y a pas de clic et qu'il faut aller chercher tout en bas, ça va être compliqué. Faites en sorte, on avait fait une étude en 2017 où si on prend une newsletter et qu'on la découpe en supérieur, inférieur, droite, gauche, on avait vu que la partie qui fonctionnait le mieux, c'est la partie supérieure gauche de la newsletter. Donc ça fait partie des choses à prendre en compte quand on fait le design de la newsletter. C'est pour ça que travailler avec des experts du milieu, ça vous garantit normalement le fait d'avoir cette expérience
qui est apporté sur le design de votre newsletter. Donc, comment se démarquer? Faites un template sur mesure. Là, les templates standards, tout le monde les connaît, on ne s'en démarque plus. Intégrez du contenu dynamique. Donc, tenez-vous au courant de quel type de contenu vous pouvez intégrer dans une newsletter. Ça vient compléter ce que j'ai dit sur la mise à jour de Gmail. Si demain, Outlook dit bon, bah, nous, on permet que les vidéos soient lues dans l'email, c'est très important de se tenir au courant pour se dire bon, voilà, à partir de maintenant, je peux mettre des vidéos carrément dans l'email, il va pouvoir le lire dans l'email, il n'a pas besoin d'être dirigé quelque part. Des vidéos, des GIFs, des CTA, des call to action, des boutons d'action, des formulaires, des boutons d'achat, etc. Comment se démarquer également, ça c'est un petit peu parallèle à purement la newsletter, c'est utiliser des landing pages, utiliser des pages d'atterrissage. Parce que quand vous faites une super newsletter avec des très bons contenus, etc., mais que les seuls liens sur lesquels vous pouvez rediriger, c'est la page d'accueil de votre site, la personne qui arrive sur la page d'accueil, elle est un peu déçue quand même. C'est-à-dire, elle voit le super contenu avec des titres ou des contenus spécialisés sur quelque chose qui va l'intéresser, elle clique dessus, elle s'attend à arriver sur quelque chose qui parle uniquement de ça. Si elle arrive sur la page d'accueil, elle se dit bon, ok, je me suis fait eu. Donc, c'est de mettre en place des landing pages pour que quand la personne... Donc, une landing page, en fait, c'est une mini-page sur laquelle vous pouvez définir quelque chose de très personnalisé, très customisé, en disant, voilà, pour la campagne, je ne sais pas, Saint-Valentin, ou la sortie de tel produit, on va faire en sorte que cette page parle uniquement de ce produit-là. Du coup, quand la personne arrive sur la page, elle se dit, waouh, c'est exactement ça, en fait. J'ai cliqué dessus, j'arrive sur la page qui parle de ce produit. Donc, pensez-y. Vidéo. Voilà. Alors, il ne faut pas se jeter dessus non plus tout de suite. Le problème aujourd'hui, c'est que tous les logiciels de réception d'email, machin, on ne peut pas lire une vidéo dedans. C'est-à-dire que ce que vous pouvez faire aujourd'hui, c'est mettre un bouton d'action ou mettre un lien dans le texte ou sur une image pour rediriger la personne vers la vidéo qui certainement est sur YouTube, Vimeo, etc. Donc, le problème quand on fait ça, c'est que quand la personne clique, elle arrive sur YouTube, et là, c'est bye-bye. Hein. C'est-à-dire que votre newsletter, elle l'a oublié. Donc, pensez à utiliser des solutions qui, par exemple, essayent de contourner ce problème-là. Par exemple, chez Liana, nous, ce qu'on propose, c'est quand la personne clique sur la vidéo depuis la newsletter, on va ouvrir la version navigateur de la newsletter, et par-dessus, vu que c'est sur un navigateur, on peut mettre la vidéo en pop-up qui apparaît, et du coup, la vidéo se lance. Ce qui fait que quand la vidéo se termine, la personne, elle est toujours sur la newsletter, donc elle peut continuer la lecture et la finir. Mais la vidéo, quels sont les chiffres aujourd'hui? 86% des marketeurs qui sont dans le digital utilisent du contenu vidéo. Donc est-ce que vous en faites partie? Sinon, si oui, très bien. Sinon, mettez-y vous. Les marketeurs qui utilisent du contenu vidéo voient une croissance du chiffre d'affaires qui est 49% plus rapide que ceux qui n'en utilisent pas. Ça, c'est des chiffres qui viennent confirmer, à mon avis, des a priori ou des idées que vous aviez certainement là cette année ou l'année dernière, entre tout ce qui se passe sur Facebook, sur LinkedIn, etc. Il y a des vidéos partout avec des sous-titres. Je pense que, qui dans la salle a vu qu'il y avait beaucoup de vidéos avec des sous-titres qui apparaissaient sur les réseaux sociaux? Je pense qu'il y a quand même... Voilà. Tout le monde le voit. Pourquoi? C'est parce que, je trouve ça génial, c'est qu'on fait des vidéos, mais on ne veut pas entendre le son. Donc c'est pour ça qu'on met des sous-titres. C'est quand même génial comme état d'esprit. Mais ce que ça veut dire, c'est que ça marche vraiment très très bien en ce moment. Une vidéo dans une newsletter, ça augmente le taux de clic, le click-through rate, de plus de 200%. Les chiffres, c'était entre 200 et 300%. C'est énorme. Mais en même temps, c'est vrai. Imaginez, vous avez une newsletter, vous avez un bloc avec une vidéo. Vous voyez le petit triangle de play. On a un réflexe, je ne sais pas d'où, qui fait qu'on clique dessus, quoi. Et ça se voit vraiment dans les stats. Personnaliser le contenu que vous envoyez. Alors, parce qu'en fait, pourquoi on fait tout ce travail d'harmonisation, de base de données, de segmentation, etc. C'est parce qu'ensuite, on va pouvoir utiliser ces propriétés-là. Parce qu'aujourd'hui, dire « cher abonné », super, on est en 2019, hein, on n'est plus en 2014. Ça ne marche plus beaucoup. Ce qu'il faut faire, c'est utiliser ces données-là pour personnaliser le message. C'est-à-dire, c'est pas bonjour cher abonné, c'est bonjour Jérémy. C'est pas vous êtes client depuis longtemps, c'est vous êtes client depuis le 11 avril 2000. Nanana.
parce que ça va jouer sur le côté vraiment personnel. C'est la chose qui manque au digital, en fait. C'est le côté relation humaine. Et c'est via cette personnalisation qu'on peut s'en rapprocher. Donc, utilisez des fonctions de personnalisation de votre outil. Quand vous faites une newsletter, en fonction de la campagne et de la newsletter, enfin de la liste sur laquelle vous voulez router ça, il se peut, admettons, vous avez 4 blocs de contenu, que 3 blocs de contenu, bon, vous voulez que toutes les personnes qui le reçoivent, ce soit la même chose, mais que le 4e bloc, il soit personnalisé en fonction de qui le reçoit. Un exemple tout bête, une newsletter nationale en France, sur laquelle vous voulez un bloc qui soit personnalisé en fonction de la région où la personne la reçoit. Si vous êtes en région bordelaise, en fait, le 4e bloc, ce sera quelque chose qui parlera, je sais pas, du miroir d'eau à Bordeaux ou des quais des Quinconces, etc. Si vous êtes à Paris, ça parlera de quelque chose sur la région parisienne, etc. Donc ça, c'est possible de faire en sorte qu'une newsletter ait des contenus dynamiques. Donc ça, à quoi ça sert? Ça vous fait gagner énormément de temps. Parce qu'au lieu de faire 5 newsletters différentes, même si vous faites des copier-coller, etc., ça prend du temps, vous en faites qu'une seule, et un des blocs, en fait, il va être dynamique. Il va s'afficher de façon X, Y ou Z en fonction de qui le reçoit. Mais on peut faire ça qu'à partir du moment où on sait dans quelle région il est, ou quel titre ou quelle fonction de la société il fait. Voilà, donc l'exemple que je vous donne, une newsletter générale avec un bloc personnalisé qui s'affiche différemment selon la région, par exemple. Responsive. On en a parlé. Qui fait des tests et sur quoi? Quand vous faites une newsletter, en fait, nous, le chiffre là, c'est pour voir les marketeurs, en fait, aujourd'hui, quand est-ce qu'ils testent l'email avant de l'envoyer. Est-ce que c'est tous les emails? Donc là, c'est avant chaque email qui part, il y a un test qui est fait, savoir est-ce que c'est responsive sur tablette, sur téléphone, sur desktop, sur webmail, etc., etc. Là, il y en a 60%. Est-ce qu'on a 60% de la salle qui font des tests à chaque fois que vous envoyez une newsletter? On le fait de temps en temps. 18%. Et on le fait uniquement quand on change le template. C'est-à-dire, en fait, le template que vous avez, des fois, vous faites des mises à jour parce que bon, ça fait 3-6 mois que vous l'avez, vous voulez mettre un petit coup de jeune, un petit coup de frais, vous le testez. Mais le problème, c'est que, comme je vous disais, il y a de votre côté, quand vous faites des modifications sur le template, c'est important de faire des tests, mais c'est important de faire des tests aussi parce qu'en face, les logiciels qui reçoivent les emails, eux, ils changent également. Donc il se peut que ce que vous aviez qui marchait très bien en janvier, en juin, ça ne marchera plus parce que Gmail a fait une mise à jour et au final, la police d'écriture qui est acceptée, c'est plus la même. Et du coup, votre texte, il s'affiche plus de la même façon. Et il y a carrément 3,5% qui ne testent rien du tout. Donc ne soyez pas dans la partie grise. 2019, responsive, c'est plus une option. C'est vraiment primordial. Bon, c'est ce que je vous ai raconté. Faites en sorte de vérifier les mises à jour des différents outils. Et c'est très important, si vous faites des changements, clairement, demandez soit à la personne qui fait la modification sur votre gabarit, sur votre template, de faire ces tests-là, en disant, nous, nos utilisateurs, ils sont principalement sur Gmail ou sur nanana. Faites en sorte que ce soit compatible avec la dernière version qui est disponible, etc. Maintenant qu'on a parlé de contenu, on va parler un petit peu de stratégie. À qui est-ce qu'on va envoyer? Quand? Comment? Pourquoi? Qui, dans la salle, avant d'envoyer une newsletter, vous avez une petite checklist de choses à vérifier avant d'envoyer, pour vraiment être sûr que vous n'ayez rien oublié? Est-ce qu'il y en a dans la salle qui ont ce petit process? D'accord, pas énormément. C'est assez important. Ça ne prend pas beaucoup de temps, ça ne prend pas beaucoup de temps à mettre en place, ça ne prend pas beaucoup de temps à faire, mais c'est important. Et on voit dans les stats qu'au cumulé, on a quand même près de 75% des marketeurs qui ont une checklist avant chaque envoi de se dire, bon alors, j'ai fait le test des titres, j'ai fait le test des images, j'ai fait en sorte que ce soit responsive, je me suis envoyé l'aperçu, j'ai vérifié les liens, etc., etc. Parce que tout ça, c'est une routine, mais comme le marketeur, normalement, a quand même beaucoup de choses à faire, on peut penser à autre chose. Donc c'est bien d'avoir cette petite checklist et de se dire, bon voilà, j'ai tout fait, tout est vert, je peux envoyer, ça va marcher. Donc, définir une cible. Aujourd'hui, je vous le disais, envoyer une énorme campagne à toute votre base de données, non merci, ça ne marche plus. Vous allez avoir des taux d'ouverture catastrophiques et des taux de clics encore pires. Vous allez peut-être avoir même des taux de désabonnement pas très agréables à regarder.
Mais une fois que vous avez votre base de données qui est structurée, enfin tout le travail qu'on a fait et que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant, normalement, ça devient assez une évidence. C'est-à-dire que quand vous avez fait vos segments avec une segmentation géographique, une segmentation par thème, par secteur d'activité, par fonction, etc., bah, tout ça, c'est prêt. Donc quand vous faites votre envoi, vous avez juste à dire, bon, maintenant, j'envoie à qui? Donc si c'est fait, la définition de la cible est assez simple. Un point, bon, un petit peu parallèle, mais que je trouve important, c'est en tant que marketeur, on réfléchit souvent, bon, voilà, il faut que j'optimise mon contenu, il faut que j'optimise ma personnalisation, il faut que je choisisse ma meilleure liste. Moi, je vois en termes de délivrabilité, en termes d'optimisation, d'ouverture, de clics, etc. Ce qu'on oublie, c'est que c'est quand même des êtres humains en fait, qui reçoivent l'email. Donc, le fait de se rappeler, d'avoir un petit peu d'empathie, c'est assez important. Et c'est pour ça que cette idée, c'est pour ça que l'envoi de masse, ça marche plus. Parce que se sentir considéré comme un contact dans une base de 120 000 contacts, c'est pas très excitant quand même. Alors que si on reçoit un email qui est personnalisé et qui me fait penser que voilà, on sait qui je suis, on connaît mon historique, ce que j'ai fait, mes préférences, etc. Là, de suite, on va être beaucoup plus enclin à s'intéresser au contenu, à cliquer sur les liens, etc., etc. Donc voilà, c'est important dans cette étape de définition des cibles et de personnalisation des contenus que vous envoyez. Alors, éviter les spams, oui, évidemment. Mais donc, chose importante, c'est faites attention sur votre choix de prestataire, dans le sens où c'est important d'être sur des serveurs d'envoi. Alors, je discutais de ça hier. On parle souvent, je veux une IP dédiée. C'est-à-dire, je veux que mon prestataire me fournisse un serveur unique, juste pour moi, pour mes envois. Comme ça, il n'y a aucun problème, je vais avoir la meilleure délivrabilité possible. Ce n'est pas vrai. Parce qu'il y a deux façons de voir un serveur partagé. Un serveur partagé, si vous le partagez avec des sociétés ou des gens un peu frauduleux qui font du spam, etc., le serveur va avoir une mauvaise réputation, ce qui va impacter de façon négative vos envois. Par contre, si le serveur a une bonne réputation, ça va impacter de façon positive vos envois. Parce qu'en fait, si on part sur un serveur dédié, donc un truc tout nouveau qu'on vient de créer, il n'a aucune réputation. C'est-à-dire qu'il n'en a pas de mauvaise, mais il n'en a pas de bonne non plus. Ça veut dire qu'il y a un temps de chauffe quand on crée un serveur dédié pour avoir une réputation qui soit bonne ou mauvaise. Donc ne tombez pas forcément dans le panneau du l'IP dédié c'est forcément génial et le serveur partagé c'est forcément mauvais. Il peut y avoir du très bon, il peut y avoir du très mauvais évidemment. Gardez vos listes à jour et nettoyez. C'est-à-dire que tout le travail qu'on a fait, vous ne le faites pas une fois et après vous oubliez complètement. C'est important, c'est un travail qui est récurrent. Contrôlez les rejets, les rebonds et les désabonnements. Parce qu'une liste de contacts email, forcément, elle a une durée de vie. Il y a des gens qui changent d'entreprise, qui changent d'adresse email, qui changent de nom. Donc vos adresses email, il y en a qui vont à un moment plus marcher. Donc il ne faut pas les laisser dans la base de données, parce que plus on les laisse et plus elles restent dans votre base de données, et plus vous essayez d'envoyer des emails à ces personnes-là, plus vous accumulez des points spam. Donc il faut régulièrement la nettoyer. Si vous avez une solution qui gère ça automatiquement, c'est encore mieux, parce que le faire manuellement, c'est quand même chronophage. Mettez en place les paramètres DNS d'authentification de vos newsletters. Donc ça, là, je veux que cet après-midi ou demain, vous demandez à votre prestataire, je veux que mes newsletters soient authentifiés pour l'envoi sur mon nom de domaine. Comme ça, quand vous envoyez des emails, vous minimisez le risque de spam. Parce qu'en gros, là, moi, je vais sur l'IANA Mailer, je dis, j'envoie une newsletter de la part de @fnac.com, personne ne va m'arrêter. Hein. Et puis, ça va être lancé. Le problème, c'est que l'email qui va être lancé, il n'aura pas l'authentification. Donc, ça va peut-être marcher quelques fois, et au bout d'un moment, on va tomber en blacklist, et c'est pour ça que vous tombez en spam. Donc, faites attention à ça. Utilisez une vraie adresse pour l'expéditeur. Le no-reply, bon, ça j'espère que ça n'existe plus, hein, mais pensez à avoir une vraie adresse pour l'expéditeur, une adresse nominative. Parce que quand on fonctionne sur du newsletter @nanana, ça c'est une adresse générique et c'est pas très apprécié. Si vous pouvez envoyer du style laura@fnac.com, c'est encore mieux. Conformité RGPD, bon ça je vous le répète pas, c'est important, mais alors il faut faire attention, le RGPD c'est important si vous avez des contacts qui sont en Europe. Si vous êtes une société française qui travaille avec des contacts à Dubaï, le RGPD, vous n'en avez rien à faire. C'est uniquement pour des contacts de personnes européennes. Les rapports d'envoi. Alors ça, je vous en parlais au début. Tout le monde les a. Hein. Ah, les taux d'ouverture, les taux de clic, taux de partage. Qui s'en sert? Et là, il n'y a plus personne. Donc,
servez-vous-en. Taux de délivrabilité, taux d'ouverture, taux de clic, repérez les zones de votre newsletter qui fonctionnent, parce que vous avez votre monde merveilleux de « je fais ma newsletter avec ces images, ce contenu, etc. » Et après, il y a la réalité de quand on l'envoie, est-ce que les gens ont cliqué dessus? Parce que si vous, votre contenu que vous préfériez, en fait, personne n'a cliqué dessus, bon, c'est un peu dur à avaler, je sais, mais ça veut dire que vos abonnés, ils s'en fichent. Donc pour les prochaines fois, faites en sorte de changer le contenu, de l'adapter vers ce que les abonnés préfèrent et sur lesquels ils cliquent le plus. Donc l'idée, par exemple, une carte des températures, c'est les zones de chaleur. C'est très chaud là, ils ont beaucoup cliqué. Là, c'est très froid, ils n'y sont pas allés, etc., etc. Comme ça, on peut facilement voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et même chose en termes de période dans la semaine ou dans la journée. Est-ce que pour votre segment, pour votre base de données, c'est mieux d'envoyer ça le week-end, c'est mieux d'envoyer ça dans la semaine, la matinée, l'après-midi? Regardez ça sur les stats que vous avez. Comme ça, vous verrez certainement des pics d'utilisation. Donc évidemment, ça c'est petite astuce pour la lecture. Évidemment, quand vous envoyez la newsletter à 9 h, il va y avoir un pic à 9 h. Hein. C'est évident. Mais c'est de regarder peut-être un peu après ça, peut-être dans l'après-midi, à 14 h 30, il y a un autre pic. Et ça veut peut-être dire que sur l'après-midi, le créneau qui marche le mieux, ça serait sur cette période temporelle-là. Donc pensez à regarder ça et à l'utiliser et vous en servir en fait pour les prochains envois et vous dire, bon, ce contenu il n'a pas bien marché et la période à laquelle on a envoyé la newsletter, c'était peut-être pas optimal. Donc c'est de changer ça. Savoir changer son point de vue. Parce qu'aujourd'hui, normalement, quand vous envoyez une newsletter, vous avez les rapports de l'envoi. C'est-à-dire vous avez choisi les différentes listes, qui a reçu, qui a ouvert, qui a cliqué, etc. etc. Mais l'idée de changer son point de vue, c'est par exemple de se mettre du point de vue d'une liste ou d'un segment en particulier. C'est-à-dire vous regardez l'historique de tout ce que vous avez envoyé à un segment ou une liste, et du coup vous voyez en moyenne comment cette liste-là, ce segment, réagit à ce que vous lui envoyez. Et ce qui est pratique, c'est d'avoir une vue. Vous avez par exemple tous vos différents segments avec le degré d'engagement de ces différents segments et de voir rapidement, je ne sais pas, vous envoyez des campagnes assez générales avec un petit peu de personnalisation et vous apercevez que sur les 10 que vous avez, il y en a 9 top, ils ouvrent beaucoup, ils cliquent beaucoup, vous êtes très content. Et il y en a une liste, ils ouvrent quasiment jamais, ils cliquent quasiment jamais. Mais en fait, cette idée de changer de point de vue, ça vous permet de réaliser que en fait, cette liste-là, elle n'est juste pas réactive au contenu que vous lui envoyez. Donc ce que ça veut dire, c'est que il faudrait changer le contenu qu'on envoie à cette liste-là pour leur envoyer quelque chose qui serait peut-être plus adapté à ce qu'eux souhaitent recevoir. Exactement. Alors, maintenant qu'on a un petit peu fait le tour, qu'est-ce que ça veut dire pour l'avenir, les prochaines années de l'email marketing? Parce que les années précédentes, c'était un peu du rabâchage. C'est-à-dire, il faut faire ci, il faut faire ça, mais on n'avait pas vraiment de vision à savoir ce qui allait se passer. Mais là, avec les dernières mises à jour, ça nous donne vraiment l'idée et les prédictions vont à dire que en fait, le milieu de l'email marketing va se développer vers ce type de nouvelles technologies. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, petite parenthèse, je ne sais pas ceux qui l'ont vu, ceux qui ne l'ont pas vu, mais c'est la super image qui est sortie hier. C'est la première image d'un trou noir officiel qui est sortie. Donc voilà, je trouvais que ça marchait un petit peu bien. Si vous ne l'avez pas vu, elle est là. Mais donc, les prédictions sur l'email marketing. L'utilisation de l'email est en hausse constante. On l'a vu, ce n'est pas du tout là pour mourir. Ça, c'est clair. C'est le canal de communication le plus utilisé, le plus rentable. Et la tendance, en plus, est à la hausse. Donc, ça ne va vraiment pas s'arrêter. Au niveau des innovations technologiques, on voit quelque chose qu'on n'avait jamais vu. C'est des changements fondamentaux en fait, sur ce qu'on peut faire dans un email qui commence à arriver. Donc, ce que ça veut dire, c'est que là, c'est Google qui vient de le faire. Dans pas longtemps, il va y avoir Microsoft avec Outlook, etc. Les autres vont s'y mettre aussi parce que c'est un facteur différenciant pour ces logiciels-là. Parce que ça permet en fait d'apporter des nouvelles fonctionnalités pour l'utilisateur. C'est ce qui fait la différence dans le choix de ces solutions-là. Du coup, on va pouvoir proposer de plus en plus de services via une newsletter. Parce qu'aujourd'hui, comme je vous ai dit, en fait, on envoie et la seule chose qu'on peut faire, c'est cliquer dessus. On peut mettre des images et cliquer dessus. Ça s'arrête là. Donc, on va pouvoir faire ce qui est déjà annoncé, remplir des formulaires, faire en sorte d'avoir des actions qui sont transférées vers un système tiers. Donc, par exemple, la commande d'un produit. Sur les réseaux sociaux, le fait de pouvoir liker un post ou de commenter directement depuis un email.
Mais aussi, ce que ça veut dire, c'est que ça va donner beaucoup plus de contrôle en fait à l'abonné qui est sur son logiciel de réception d'email. Donc ça, c'est quelque chose qui va vraiment falloir intégrer. C'est maintenant, celui qui a le contrôle, c'est l'utilisateur. Vous êtes à la merci de ce que l'utilisateur va décider, parce que d'un côté, les logiciels de réception d'email, quand ils font des mises à jour, eux, ils veulent apporter plus de fonctionnalités à leurs utilisateurs, mais ils veulent aussi apporter plus de sécurité et plus de contrôle. Ce que ça veut dire, c'est que, comme je vous disais, quasiment tous les logiciels aujourd'hui, ils ont la fonctionnalité pour se désabonner sans même regarder ce que vous avez dans la newsletter. C'est-à-dire, il reçoit un email, par exemple, il est sur Outlook, il reçoit un email, il n'y a pas levé de vérifier, hop, désabonné. Il n'a même pas vu ce que vous avez fait. Donc ça fait partie des choses qui vont arriver. Les règles sur la protection des données, à mon avis, ça ne va pas aller en devenant plus simple. Le RGPD, c'était de l'année dernière, mais on voit que même aux États-Unis, il y a des genres de choses, de règlements qui arrivent comme ça, notamment en Californie, etc. Donc c'est fini le Far West du digital où on fait ce qu'on veut avec les informations. Maintenant, il y a un cadre, et ça ne va pas aller en s'améliorant dans le côté liberté de ce qu'on peut faire. Mais du coup, ce que ça veut dire, c'est que ça, il faut l'intégrer, il faut l'accepter. C'est comme ça. Et votre audience, avec tout ce que je viens de décrire, elle va pouvoir faire ses choix. Elle va devenir beaucoup plus exigeante. Du coup, sur la ribambelle de newsletters qu'une personne va recevoir, elle va pouvoir décider très facilement ce qu'elle veut recevoir, ce qu'elle ne veut pas recevoir. Du coup, ça veut dire qu'il faut vraiment avoir un contenu qui soit au top pour pouvoir se démarquer des autres newsletters qui vont être là. Quelques conseils. Partez sur des bases saines. Créez au sein de votre équipe, un processus, une structure pour la création des newsletters. Ça, c'est vraiment pour structurer comment ça va se passer en reprenant les grandes lignes de ce que j'ai fait, de ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Votre base de données, ça en est où? OK. Le contenu, est-ce qu'il y a un calendrier éditorial qui vous permet de gagner du temps, etc. Je sais pas, étape 1, allez dans le calendrier éditorial, voir de quoi on peut parler. OK. Étape 2, définir la structure de la newsletter. OK. Étape 3, le design. Le design, attention, il faut tester sur quel logiciel de réception d'email mes contacts sont pour voir que ce soit compatible. Une fois qu'on a fait ça, très bien, on a notre email. À qui on l'envoie? Est-ce qu'on personnalise certains des champs au sein de cette newsletter-là? Et après, sur les paramètres d'envoi, est-ce que oui, on est bien vérifié, on est bien authentifié, etc. Donc c'est de reprendre les différents points que je vous ai montrés, faire cette structure comme ça, parce qu'on le sait aussi au sein des équipes, il y a des gens qui arrivent, il y a des gens qui partent, etc. Donc c'est d'avoir cette structure qui soit écrite pour que, je sais pas, le nouveau qui débarque, il ait la liste et il coche les choses à faire une par une. Tenez-vous au courant des évolutions technologiques et adaptez votre stratégie en fonction. C'est-à-dire là, je vous ai fait le travail, mais l'e-marketing, c'est une fois par an. Et les mises à jour, c'est pas qu'une fois par an. Donc faites en sorte de vous tenir au courant de ce qui se passe, de ce qui évolue dans le milieu là. Donc, je vous l'ai dit, mais je vous le répète, acceptez le fait que vos abonnés maintenant, on peut voir, qu'ils peuvent se désabonner, supprimer non seulement se désabonner de la newsletter, mais maintenant avec les règlements type le RGPD, etc., un utilisateur, s'il n'est pas content de ce que vous lui envoyez, il peut juste vous dire, bon ben voilà, supprimez mes données, je n'existe plus pour vous. Et vous êtes obligé de le faire. Donc c'est important, il ne faut pas atteindre l'état, la situation où un abonné est tellement ennuyé par ce que vous lui envoyez qu'il va décider d'une, de ne pas lire ce que vous lui envoyez, de supprimer, 2, de se désabonner, 3, de disparaître de votre base de données. Parce que ça, en fait, c'est la réalité. C'est-à-dire que maintenant, on peut faire ça. Et du coup, ce que ça veut dire, c'est penser votre stratégie sur le long terme. Ne détruisez pas votre image, parce qu'on va vraiment passer sur un email marketing qui n'est plus sur l'optimisation de rentabilité instantanée avec le taux d'ouverture, le taux de clic et de ce qu'on vend sur une newsletter, mais sur une réputation à long terme de votre marque et de comment elle est perçue quand on reçoit un email de votre part. Qu'on change quand même la philosophie derrière l'envoi d'un email. Du coup, pensez à votre image sur le long terme, la confiance que vous avez créée avec les abonnés qui sont dans votre newsletter, et ne sacrifiez pas ça juste pour une promotion, pour Noël ou la Saint-Valentin, etc. Et le dernier point, le dernier graphe que je vais vous montrer, c'est une étude qui a été faite pour comparer en fait le retour sur investissement et le retour absolu d'une société en fonction de l'email marketing et des évolutions de l'email marketing au fil des années. Ce qu'on voit,
c'est qu'évidemment, au début, le but du jeu, donc c'est la courbe rouge, le ROI pour l'email marketing. Le but du jeu, c'était de pousser au maximum la rentabilité de vos emails. Vous envoyez une newsletter, il faut le plus d'ouverture, le plus de clics, le plus d'achats, etc. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que l'email marketing, c'est une des parties, un des canaux, que vous utilisez au sein de votre stratégie marketing. Et ce qu'on voit, c'est que le retour absolu, à partir du moment où on arrive au plateau, au pic de la rentabilité d'un email, ce qu'on peut faire, c'est penser au retour absolu et en fait voir l'email pas uniquement comme une fin en soi, c'est uniquement cette façon-là qu'on va réussir à avoir du chiffre d'affaires, mais c'est de s'en servir comme réputation, comme outil pour créer de la confiance qui va augmenter en fait le retour sur investissement des autres canaux que vous avez. Et donc ça, je pensais que c'était un point très important qui va changer la façon dont l'email marketing, la newsletter est vue. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut intégrer, la chose à laquelle il faut commencer à réfléchir et se dire, est-ce que nous, on y est déjà? Parce qu'en gros, c'est ça. Il y a ce pic, c'est on augmente, on augmente, on augmente. On arrive au sommet. Et à partir de là, on ne peut pas aller plus loin que ça. Mais on peut se servir de l'email pour développer tout le reste. Et c'est sur ce point-là que je vais terminer cette conférence. Merci à tous. Merci beaucoup, Jérémy. S'il y a des questions dans la salle, je me fais un plaisir de déplacer le micro. Bonjour, je me demandais en fait comment est-ce qu'on peut estimer la périodicité adéquate en fonction de notre cible du newsletter. Comment est-ce qu'on sait que si on le fait une fois par mois, ce sera beaucoup plus efficace que si on le fait toutes les semaines ou ce genre de choses? Ça, je pense que c'est vraiment basé sur la méthode agile. Ce que je vais vous répondre, c'est il faut faire des tests. C'est-à-dire, si jusqu'à maintenant vous avez uniquement fait une newsletter une fois par mois et que vous n'avez jamais essayé de le faire plus régulièrement, plus fréquemment, la réponse en fait c'est faites le test et comparez les chiffres. Si vous faites quelque chose de plus fréquent et que vous apercevez qu'à partir de la deuxième, les chiffres commencent à plomber, vous savez que votre audience en fait elle n'est pas réactive sur le fait d'être sollicitée trop souvent. Voilà. Jean-Ric ? Bonjour, Bonjour. J'aurais voulu avoir votre retour. À partir de au-dessous de quel seuil d'ouverture ou de lecture pour des newsletters B2B vous conseilleriez de ne plus en faire? Enfin, est-ce qu'il y a un seuil de... C'est-à-dire si ça descend trop, à quel moment on s'arrête? Exactement, le seuil rouge. Alors, d'expérience, les chiffres en B2B sont beaucoup plus élevés qu'en B2C. Je pense que c'est assez évident pour tout le monde. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que en B2B, la moyenne, on va dire, c'est 20% d'ouverture et 2% de clics. Si vous descendez jusqu'à 10%, on peut enfin faire du travail, mais si vous êtes en B2B en dessous de 10, il y a clairement un problème. Donc là, c'est un travail à faire sur la base de données ou les contenus. Est-ce qu'on a d'autres questions? Profitez-en. Bon, merci beaucoup.